Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour ce nouveau webinaire de l'Association française d'agronomie en partenariat avec Agrinium, IDEAS et le RMT Champs et Territoires. Et donc, pour ceux qui arrivent, et je le repréciserai dans le fil de discussion, vous avez deux possibilités d'interagir avec les intervenants et l'animatrice. D'une part, vous avez le fil de discussion ou chat ou converser selon votre version de Zoom qui vous permet de nous donner des informations ou éventuellement de me faire part de vos soucis techniques, ce que je n'espère pas. Et puis, la deuxième interaction, là, on vous encourage vivement, c'est le bouton Q&R pour questions et réponses, où là, vous pouvez poser toutes vos questions donc pendant la durée de l'intervention. Donc, au fil de l'eau, et Marie-Hélène, qui assure la modération de ce webinaire, eh bien, les prendra pour pouvoir les échanger avec Frédéric et Anne au moment du temps questions-réponses après les interventions. Donc, je laisse Marie-Hélène présenter ce webinaire et je souhaite bon webinaire à tout le monde. Merci Philippe. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Marie-Hélène Geoffroy, je suis agronome à INRAE, à l'UMR d'agronomie à Grignon. Et donc, nous sommes ravis en effet de vous inviter à ce 4e webinaire dédié aux innovations des agriculteurs. Donc, pour rappel, ce webinaire est proposé par Agrinium, l'Association française d'agronomie, le réseau mixte technologique Champs et Territoires Ateliers et IDEAS, l'initiative pour la conception dans les systèmes alimentaires. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment conjuguer biodiversité et viabilité à l'échelle de la ferme. Et nous avons deux invités, Frédéric Signoret, qui est agriculteur dans le Marais breton en Vendée, et Anne Farougia, qui est ingénieure à l'INRAE, à l'unité expérimentale de Saint-Laurent-de-Laprée. Donc on les remercie tous les deux. Donc, notre objectif dans ces webinaires est double. D'une part, de présenter des pratiques innovantes réussies dans le cadre de l'agroécologie et mises en œuvre par un agriculteur qui est satisfait de ces pratiques. Et ensuite, essayer de décrypter la logique d'action de cet agriculteur, c'est-à-dire les relations entre les pratiques qu'il met en œuvre, les objectifs qu'il se donne, les résultats qu'il souhaite obtenir, les observations qu'il fait pour faire évoluer ses pratiques, et puis, si possible, une interprétation fonctionnelle de ces pratiques. Et tout ça, pourquoi on décrypte de cette manière-là? De manière à partager en fait les savoirs en agroécologie, savoirs qui se basent sur la réalité, sur l'expérience pour beaucoup. Et donc, c'est à travers un dialogue entre Anne et Frédéric qu'on va tenter de décrypter cette logique d'action. Donc, on espère aussi pouvoir formaliser cette logique, ces connaissances de différentes manières, probablement d'une part dans l'outil GECO, un outil web de gestion des connaissances pour la transition agroécologique, qui présente des techniques alternatives contribuant à la transition. Donc, en termes d'organisation, on va d'abord écouter Anne, puis Frédéric, qui nous décrira ses pratiques, le tout pendant à peu près 30 minutes, un maximum 30 minutes. Et puis, pendant ce temps-là, n'hésitez pas à poser des questions dans la partie Q&R de l'outil, parce qu'à l'issue des 30 minutes, en fait, moi, j'irai piocher dans vos questions, éventuellement, je les rassemblerai, je les mixerai pour pouvoir les poser à Frédéric et Anne. Et donc, nous utiliserons la seconde demi-heure pour répondre à vos questions. Voilà, donc ce webinaire est enregistré, sera mis en ligne assez rapidement pour ceux qui le souhaitent. Et donc, je laisse maintenant la parole à Anne et Frédéric et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci. Donc, Anne, à toi. Alors, d'accord. Donc, oui, bonjour. Donc, je m'appelle Anne Farougia. Donc, je suis ingénieure sur l'unité expérimentale INRA de Saint-Laurent-de-Laprée, en Charente-Maritime. Nous avons une exploitation expérimentale. C'est une ferme de 160 hectares située dans les marais, en zone de submersion marine, sur lequel donc, nous testons un système en transition agroécologique. Et nous accompagnons aussi des projets de territoire. Et nous avons monté donc un projet de recherche collaborative avec les éleveurs de race maraîchine, financé par la Fondation de France. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Frédéric. Et donc, il m'a semblé extrêmement intéressant et enrichissant que Frédéric nous parle de son expérience
expérience tout à fait réussie, donc de conjugaison, hein, comme on disait, de biodiversité, de vivabilité, viabilité. Et je voulais aussi signaler que Frédéric s'engage dans la recherche, puisqu'il est aussi dans un autre projet scientifique avec les chercheurs INRA de Rennes, dans lequel il s'agit d'évaluer sur un plan technique, économique et environnemental des fermes qui ont choisi la biodiversité comme priorité de projet d'exploitation. Et donc, la ferme de Fred est dans ce projet-là, notre ferme expérimentale aussi, et d'autres fermes. Voilà. Et donc, ce qu'on a choisi avec Fred, c'est que Fred utilise les 30 minutes ou les 29 minutes, 25 minutes qu'il a pour présenter son exploitation, parce qu'il a plein de choses à dire et il les dit très bien. Donc, moi, je ne vais pas intervenir plus que ça. Et je ne pense pas non plus forcément intervenir dans les questions. Voilà, donc je laisse la parole à Fred tout de suite. Merci beaucoup, Anne. Je mets mon diaporama en route. Ouais, merci beaucoup, Anne, de m'avoir invité à présenter le GAEC La Barge. Donc, la barge, c'est l'oiseau que vous voyez ici, et on a donné c'est cet oiseau qui, le GAEC La Barge. Du coup, merci Anne, parce que pour nous, c'est important d'expliquer ce qu'on fait, et on recherche effectivement à montrer que ce que l'on fait est reproductible. Donc voilà, c'est hyper intéressant pour nous d'avoir eu cette opportunité. Alors, je raconte un peu ma trajectoire parce que c'est important pour comprendre le système. Donc, au départ, j'étais effectivement naturaliste, chargé de mission dans une association de protection de la nature qui s'appelle la LPO, d'où les jumelles sur la photo. Et les constats que j'ai faits en travaillant une dizaine d'années à la LPO, c'est que les espaces naturels protégés, les réserves, etc., sur lesquels on travaille, sont limités en surface par rapport à la SAU de la France. Et j'ai travaillé notamment dans le cadre des MAE. Et là, j'ai trouvé qu'on ramait beaucoup et qu'on avançait à petits pas, pas très vite. Et du coup, j'ai eu envie de m'installer comme paysan et de faire la démonstration qu'on pouvait sans doute faire beaucoup plus pour la biodiversité en devenant agriculteur soi-même. Alors, voilà, devenir agriculteur aussi parce qu'on fait du concret. Donc là, vous me voyez les pieds dans la vase en train d'enfoncer une clôture pour protéger une roselière. On en reparlera tout à l'heure. Et puis, parmi les enjeux qu'il y a dans le Marais breton, le territoire, les limicoles nicheurs. Donc, ce sont des oiseaux qui nichent au sol. Et quand on maîtrise le troupeau, les vaches qui sont derrière les œufs, eh bien, c'est encore plus facile de protéger les espèces qu'on cherche à protéger que lorsqu'on est technicien agricole et qu'on doit demander à l'agriculteur de faire telle ou telle opération. Alors, je ne vois pas très bien ce qui se passe. Voilà. Une fois que je suis devenu agriculteur, eh bien, je me suis confronté aux enjeux agricoles et alimentaires. Et là, quelques images pour illustrer ça. Donc, la découpe d'une épaule de veau. Je suis rentré dans le concret avec la vente directe, les restaurants, la répartition des morceaux. Bon, voilà, de nouvelles problématiques pour moi. La photo du milieu avec le taureau et quelques chèvres en ville, c'était parce qu'on manifestait contre la fermeture de l'abattoir de Chaland. Donc voilà, quand on devient agriculteur, on se confronte à des nouvelles situations auxquelles on n'était pas forcément confronté avant. Et puis en bas à droite, vous avez une réunion de producteurs de notre association de producteurs locaux. Donc voilà, c'est tout ça aussi, c'est créer des dynamiques collectives. Là, on était en train de prévoir un magasin de producteurs collectifs. Ah oui, ça, j'ai oublié de changer la diapo. Bref, peu importe. Ça a assez bien marché rapidement. Notamment, voilà, on a fait l'objet d'une remise de prix au Trophée de l'excellence bio au Salon de l'agriculture. C'était rigolo. Juste pour dire que tout ça fonctionnait bien, mais que finalement, à l'échelle locale, le pari que j'avais fait au départ de démontrer la réussite économique de l'opération permettrait de convaincre les voisins et l'environnement agricole, s'est vite montré défaillant.
Et ça explique un petit peu la suite de la stratégie de communication de la ferme que je vais vous présenter par la suite. Alors, moi, je me suis installé en 2005. En 2011, nous créons un GAEC et voilà, je vous présente mon associé qui est au second plan, donc. Et voilà, ça permettait aussi de faire un petit clin d'œil au fait qu'on a eu notre période de traction animale à la ferme parmi les actions écologiques ou de communication, on pourra y revenir. Alors voilà les enjeux de biodiversité illustrés qu'on a sur le territoire du Marais breton et en particulier sur la ferme du Gaëc-la-Barge. Donc le Marais breton, c'est là, au nord-ouest de la Vendée, à côté de l'île de Noirmoutier, au pied du pont, nous, l'exploitation agricole. Et puis voilà, bon, un petit puzzle des différentes espèces patrimoniales. Le Marais breton, c'est un territoire qui est assez méconnu du grand public, par contre assez bien connu des naturalistes parce que pour de nombreuses espèces, il y a une responsabilité de conservation très importante. Le chevalier gambette qui est en bas à gauche, on a plus de 70% des effectifs français qui nichent dans le Marais breton. Et pour la barge queue noire qui est au milieu à droite, c'est de l'ordre de 80%. Et pour le hibou des marais, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est certainement beaucoup plus de la moitié de la population française. Donc voilà, territoire méconnu du grand public, mais très très important pour la biodiversité. Donc des enjeux... Alors maintenant, je passe aux modalités de gestion de la ferme pour vous illustrer un petit peu comment un naturaliste qui s'installe dans une exploitation agricole s'y prend pour gérer cette ferme de façon favorable à la biodiversité. Donc, les éléments clés, ce sont les inondations de prairies. Donc là, on a une illustration d'une prairie récemment inondée. Du coup, on a une évolution de la végétation où là, on a des renoncules aquatiques qui colonisent après la disparition des graminées dans un premier temps. Puis ensuite, on a une succession de végétation. Au cours de la saison et au cours des années, on va avoir à nouveau des plantes fourragères qui vont réapparaître. La réduction de la mécanisation, j'aurais pu dire également favoriser le pâturage, mais ça revient au même. Donc, juste pour préciser que la ferme, nous faisons que de la vache maraîchine allaitante en prairie naturelle. La photo qui est à droite, je l'ai faite un jour où je ramassais les bottes de foin et j'ai découvert un vanneau qui était en train de couver. Donc là, c'est le nid du vanneau. Juste pour dire qu'il l'avait échappé belle, parce que pour résister à une fauche, un endénage, plus des ramassages de bottes, il avait assez peu de chances de survivre. Donc voilà la raison pour laquelle c'est important de favoriser le pâturage au détriment de la mécanisation. C'est que la vie sauvage s'adapte beaucoup plus facilement à un troupeau pâturant qu'à des mécanisations qui sont toujours y compris de la fauche de foin, hein, qui nous paraît être un mode de gestion extensif, évidemment. Eh bien, il n'en reste pas moins que c'est quelque chose de très radical et très violent pour les espèces sauvages qui occupent ces milieux. Alors, parmi les conséquences de ce système, ou du moins les modalités qu'on cherche à développer, donc là, ça illustre un autre enjeu, hein, c'est un busard cendré, un poussin de busard cendré que j'ai dans la main un jour où j'étais en train de faucher. Et là, c'est pareil, hein, il faut avoir un bon coup d'œil pour le trouver avant de mettre la faucheuse dedans. Et ce n'est pas toujours le cas, c'est-à-dire que, y compris quand on a un œil averti comme le mien sur l'observation de la nature, il m'arrive de faucher des nids très régulièrement. Surtout, plus on en accueille chez soi, plus on a de risques de détruire des nichés. Donc du coup, les fauches tardives, les fausses centrifuges, etc., enfin tout ce qu'on connaît déjà dans les cadres de mesures agro-environnementales, c'est bien, mais c'est tout à fait insuffisant, parce que malgré ça, on fait beaucoup de dégâts. Et la réflexion que nous menons au GAEC, c'est de diminuer au maximum les surfaces de fauche et de permettre des zones refuge pour la faune et la flore qui a besoin de ces couverts tardifs, récoltés tardivement, et bien en fait de faire intervenir le troupeau dessus. Contre tout ce qui se fait, je dirais, depuis le 19e siècle, où on avait l'habitude de récolter le maximum de fourrage à l'optimum de qualité nutritionnelle.
Bon, je pense qu'on faisait ça au 19e siècle sans conséquences graves sur l'environnement, puisque c'était de la main-d'œuvre et de la récolte lente. Aujourd'hui, on a remplacé la main-d'œuvre par du pétrole et de la mécanisation. Et là, du coup, les impacts sur la faune et la flore sont beaucoup plus importants. Et du coup, nous sommes dans une réflexion qui va davantage vers le pastoralisme, avec le pilotage de végétation spontanée, sauvage. Donc là, on voit une vache en train de manger du phragmite, le roseau courant des marais, de façon à assurer ses besoins alimentaires, y compris en période de sécheresse, de façon à diminuer les stocks fourragers nécessaires pour alimenter le troupeau en bonne santé. Et ça marche très bien. La photo au-dessus, c'est là on est en période de sécheresse et on voit une vache qui est en train de manger des salicornes dans une zone avec des influences d'eau salée. Voilà, donc on est dans la recherche d'un système qui se passe de plus en plus du pétrole et voilà, avec l'objectif premier au départ de laisser de la place aux sauterelles, aux insectes, aux plantes qui ont besoin et aux oiseaux nicheurs qui ont besoin de landes herbacées mûres, matures. Donc, il nous arrive d'intervenir sur des parcelles au mois d'août, septembre, ce qui est tout à fait différent de ce que l'on pratique couramment en élevage. Voilà une autre technique pastorale, je dirais, de plaine, là, adaptée à nos marais, où là, on est en zone de culture. À droite, c'est un champ de maïs. À gauche, c'était, je pense, une luzerne. Et quand on arrive en période de sécheresse, eh bien, nous faisons l'effort d'aller amener les troupeaux dans les zones de culture et leur faire manger les fossés. Nous, on a des fossés partout. Et là, en fait, les vaches sont en train de se régaler de liserons, de carex et de kénopodes. Et en fait, il y a des valeurs fourragères très importantes dans ces plantes, sauf qu'elles n'apparaissent pas dans les tables fourragères classiques. Et que ça demande beaucoup d'efforts et de travail manuel, en fait, de déplacement de troupeaux, c'est du pastoralisme. Donc, bien, en fait, notre stratégie, nous, c'est de remplacer la mécanisation par de la main-d'œuvre manuelle, de la clôture mobile. Voilà. La limite de ce système, c'est que, comme vous le voyez dans la photo en bas à droite, il y a bien un moment où il faut se résoudre à rentrer à l'étable. Et donc, du coup, nous avons une période, pour l'instant, on est incapable d'élever les vaches 12 mois sur 12 dehors. J'ai oublié de vous mentionner les éléments clés pour comprendre notre système. Donc 170 hectares avec 0,43 UGB en moyenne à l'année sur l'exploitation. Ce qui nous a amené à développer une théorie du chargement idéal pour la biodiversité que je vous livre. Donc c'est une réflexion empirique évidemment, qui était de dire il me semble que si l'on regarde un territoire et que l'on récolte une prairie de fauche maigre, non engraissée, que ce soit par des matières organiques ou minérales, et que l'on compte combien de tonnes hectares on a produit, et qu'on traduit ça en chargement moyen d'exploitation, sachant qu'une vache mange 5 tonnes de matière sèche par an, eh bien, on a le chargement idéal pour respecter les équilibres des écosystèmes enfin, voilà, sans bousculer la biodiversité. Il me semble qu'à partir de ce moment-là, on est dans un équilibre intéressant. Ce qui nécessite de rebattre beaucoup les cartes par rapport aux normes que nous avons et des pratiques qui sont jugées extensives à 1 UGB hectare, alors que je pense qu'il y a très peu de territoires en France qui sont capables de nourrir 1 UGB hectare sans la moindre intensification par l'engrais minéral ou organique. 8 à 9 mois de pâturage par an, je viens de le dire, c'est parce que nous, on a un problème de portance des sols. Sinon, je pense qu'on tenterait le plein air intégral, bien qu'il y ait des soucis liés à la domestication, la docilité du troupeau, bon, qu'on aurait à résoudre, mais ce serait un autre défi. Et je parle du compromis Shetland. Alors, c'est parce que, selon moi, dans ce type de territoire, de paysage, si on faisait, pour moi, l'outil idéal pour gérer par le pâturage le territoire avec des enjeux de biodiversité, c'est le Shetland. Parce que lui, il reste toute l'année dehors. Il aurait besoin de zéro fourrage stocké.
il serait capable de produire de la viande sans aucun intrant, je dirais, ni bâtiment. Enfin voilà, pour moi, c'est ça l'idéal. Et on n'est pas allé jusque-là, malgré qu'on aille assez loin en faveur de la biodiversité. Parce que ben, justement, vu que je me suis approprié les enjeux autour de l'alimentation et de l'agriculture, enfin nous sommes appropriés avec Ludivine, mon associé, bah, faire manger du Shetland, c'est pas facile, quoi. Donc on a fait un compromis, on élève des vaches maraîchines et on en est quand même très content. Pour parler de ce que nous vendons, donc le produit phare, c'est le veau rosé maraîchin, donc entre 6 et 8 mois. Donc vous en avez 3 exemplaires sous les yeux là, d'animaux qui sont partis au mois de, je sais plus, au mois d'août, septembre, octobre. Et puis en bas à droite, vous avez un étal de boucherie que nous alimentons avec un collectif d'éleveurs de maraîchines dont la ferme de l'INRA de Saint-Laurent-de-la-Prée fait partie. Bon, voilà, c'est un petit peu une des conséquences de notre démarche et de nos investissements, Ludivine et moi, dans différents réseaux, où on s'implique beaucoup dans le développement de cette micro-filière avec 2 Biocoop partenaires en mettant en avant la biodiversité comme valeur commerciale pour faire adhérer les consommateurs. Les ressorts de la vente directe, donc nous, je vous ai dit, 170 hectares, 0,43 UGB, ça nous fait environ 50 vélages par an, puisqu'on élève toutes les femelles. On a un élevage qui est relativement bien réputé dans le monde de la maraîchine. Du coup, on vend assez facilement nos femelles. Donc, on les élève toutes jusqu'à 2-3 ans. Enfin, on vend toutes les femelles en élevage, quoi. Voilà, sauf les réformes. Les ressorts de la vente directe, vous les connaissez, mais donc pour vendre le produit de 50 vélages, il faut quand même s'y consacrer pas mal. Donc c'est environ, on a évalué nous à 2 jours semaine, 2 jours de travail semaine dans notre GAEC où on est 3. On est 2 associés et un salarié à plein temps. Et donc, ça passe par des visites de ferme, d'où l'illustration à gauche, tout un tas d'activités. Là, c'était la fête de la vache pendant laquelle on faisait une table ronde sur notre micro-filière avec quelqu'un qui parlait là de la restauration collective, j'ai oublié son nom. Gilles Davot, que vous connaissez sans doute, qui forme les cuisiniers des restos-co sur comment utiliser des bons produits, et notamment de la viande, mais en faible quantité pour que ce soit abordable pour les enfants dans les cantines. Je crois que je vais vite en fait, hein, mais c'est pas grave, ça laissera plus de temps à la discussion, c'est très bien. Pour vous illustrer les résultats économiques du GAEC. Alors c'est partiel, hein, j'ai fait ça un peu rapidement, mais bon, bah, vous savez lire le graphique. Hein, la courbe rouge, c'est l'excédent brut d'exploitation. La courbe jaune, c'est le revenu courant consolidé parce que dans cette période-là, on avait un remboursement d'emprunt, c'est ce qui fait la différence entre les deux. Et puis là, les deux courbes se rejoignent puisque à partir de 2019, nous n'avions plus de remboursement d'emprunt, donc le BE égale le revenu. Et puis là, ça répond à une des questions qui avait été envoyée avant le webinaire, c'est la marge brute sans les MAE. Donc voilà, si nous n'étions pas en zone Natura 2000, MAE, etc., ben notre marge est là, quoi. Notre revenu serait dans ces niveaux-là. Donc ben, ça signifie qu'actuellement, on a des revenus que moi je qualifie de très importants, en tout cas bien au-dessus de ce dont on a besoin. Et si on avait passé MAE, ben, elle serait à peu près divisée par 2, autour de 40 000, ce qui serait largement suffisant pour satisfaire nos besoins. Mais bon, on profite quand même de ce que les aides nous permettent. Et je dirais que si ça m'a posé des cas de conscience, et si ça m'en pose toujours, et si ça fait débat, les questions de vivre d'argent public quand on est agriculteur, je suis de plus en plus à l'aise avec cette question en me disant que défendre un patrimoine commun avec de l'argent public, a priori, ce n'est pas complètement scandaleux. Je conclus, je crois, avec le résultat sur quelques éléments de biodiversité. Je reviens sur la barre jacquenoire, hein, c'est notre oiseau symbole.
À la ferme, nous accueillons actuellement 20% de la population nationale de Barjac-Noir, donc c'est dire que nous avons une responsabilité et je dirais une contribution importante pour la conservation de cette espèce rare. J'en profite pour dire que, à ma connaissance, aucune réserve naturelle en France n'a une telle contribution pour la préservation de cette espèce-là. Et je pense que si on prenait d'autres espèces d'oiseaux, puisque c'est plutôt ma spécialité, comme le canard souchet, c'est peut-être un petit peu moins vrai, mais le chevalet gambette, les chasses blanches, nous aurions également des contributions tout à fait significatives. Et j'y viendrai tout à l'heure, ça fait partie des choses qu'on essaye de promouvoir actuellement auprès des différentes organisations de conservation de la nature pour leur montrer à quel point des agriculteurs engagés pour la biodiversité peuvent compléter leur action. Donc l'illustration qui est sous vos yeux, c'est les petits points noirs, c'est les couples de Barjac-Noir dans ce territoire en 2001, donc avant mon installation. La ferme se situe par là. C'est ce qu'on va retrouver en gris ici. Donc là, 2011, je suis installé depuis 5 ans. On voit qu'il y a quelques points qui viennent un petit peu autour. Et puis là, en gris, dans la troisième carto, c'est à nouveau le GAEC-Labarge avec une multiplication des points sur les parcelles de l'exploitation en gris. La zone en jaune fait également partie de l'exploitation. C'est parce qu'en fait, on est en plus sur des ENS, donc espace naturel sensible, propriété du département. Donc le jaune l'emporte sur le gris, mais c'est aussi la ferme. Et d'ailleurs, à ce titre, je vous fais remarquer que les espaces naturels sensibles, avant notre installation, n'accueillaient pas de Barjac-Noir. Et après notre installation, lorsqu'on est devenu exploitant de ces ENS, eh bien, les barges sont arrivées. C'est-à-dire que non seulement l'exploitant peut venir compléter l'action de l'organisation environnementale qui gère un espace protégé, mais en plus, c'est bien le constat qu'a fait le département gestionnaire de cet espace-là, c'est qu'en changeant d'exploitant, il se facilite aussi grandement la tâche sur son propre espace à gérer. Et donc sur la diapo que je vois mal, parce que moi j'ai la mosaïque de discussion à côté, vous avez également illustré les autres agriculteurs en fait, qui sont dans notre dynamique et qui sont venus compléter un petit peu sur ce territoire-là. Et du coup, c'est ma diapo de conclusion, où la piste explorée par le GAEC, si je dois résumer ce que je viens de vous dire en 24 minutes, c'est que ce qui a permis d'atteindre ces résultats économiques et écologiques, c'est en fait, je pense, le fait que je ne sois pas trop obsédé par la reconnaissance du monde agricole. En fait, et notamment l'injonction de la productivité, qui, à mon avis, est le frein majeur en agriculture pour évoluer aujourd'hui. Les agriculteurs sont des gens comme les autres. Tous ceux qui ont lu Sapiens là, de Noah Harari savent que maintenant, Homo sapiens, c'est une espèce sociale qui évolue surtout grâce aux relations qu'elle a avec ses congénères, avec sa communauté. Et ma conviction, c'est que si on veut que les agriculteurs prennent en compte la biodiversité davantage, eh bien, en fait, il faut activer le levier de la reconnaissance sociale. Et qu'à mon avis, on est dans une fausse trajectoire depuis longtemps avec la PAC et les MAE, dans le sens où on considère toujours que la principale motivation des agriculteurs, c'est une motivation économique. Et en fait, moi, je pense que c'est faux. Et qu'il faut d'abord faire ce constat et ensuite mettre les agriculteurs dans une disposition où ils vont être reconnus dans ce qu'ils font en tant qu'évidemment producteurs de nourriture, mais aussi protecteurs du patrimoine commun, et que ensuite on met les outils économiques qui vont bien pour que ça fonctionne. Et si on réfléchit comme ça, on se rend compte qu'on a de très bons résultats économiques
et aussi de bons résultats et sur la biodiversité, et probablement une forme de bien-être au travail qui sera démultipliée chez les agriculteurs. Voilà, j'ai terminé. Merci Frédéric. Si tu peux enlever ton diaporama, même si elle est très belle, cette dernière diapo. Ouais, merci beaucoup Frédéric. Très intéressant cette description et conclusion très forte à laquelle personnellement j'adhère totalement. J'adore aussi, mais j'adhère. Voilà. Donc on va passer aux questions. Le timing est parfait, donc vraiment super. Donc on passe. Je vais prendre les questions, puis je vais en rajouter éventuellement quelques-unes. Alors, il y a des questions assez techniques. La première, par exemple, d'un spectateur anonyme, rencontrez-vous des difficultés pour l'abreuvement des bovins en période estivale, notamment avec la hausse des niveaux de sel dans l'eau? Oui, dans certains secteurs. Alors, on a une partie de la ferme qui est entourée d'eau douce, à peu près la moitié, et l'autre qui est entourée par des fossés d'eau salée. Donc là, dans les secteurs d'eau salée, c'est un petit peu plus problématique. Bon, on a des abreuvoirs en fait naturels, des mares, et il faut les entretenir, les curer tous les 5-10 ans, enfin ouais, plutôt tous les 10 ans, pour assurer la pérennité de l'abreuvement dans ces parcelles-là. Il nous est arrivé de rouler de l'eau un petit peu, mais bon, quand on peut s'en passer, on le fait. D'accord. Alors, je rajoute une autre question en relation avec l'alimentation aussi. Vous nous avez montré une vache qui mangeait des salicornes. Donc, il y a plusieurs questions autour de ça. D'abord, est-ce qu'elle mange ça assez spontanément? Voilà. Et finalement, comment vous savez, vous avez dit qu'il n'y avait pas de table d'alimentation pour ces fourrages innovants, je vais les appeler comme ça temporairement. Et donc, comment savez-vous que vos vaches, elles ont mangé assez et que la qualité est bonne? Vous avez dit dans vos calculs, voilà, pour calculer la charge, on peut considérer qu'une vache, elle mange 5 tonnes de matière sèche par hectare, mais il y a la qualité aussi du fourrage. Donc, comment vous gérez ça, en fait, vous? Alors, sur l'appétence des plantes, j'observe mes vaches. C'est-à-dire que quand nous, on les déplace beaucoup, comme vous l'avez compris, en gros, même en pleine période fourragère, on déplace nos vaches au moins une fois par semaine. On a 4 troupeaux sur les 170 hectares. Donc, à chaque fois qu'on les déplace, on observe leur comportement. Enfin, moi, c'est mon grand plaisir. Si je fais ce métier-là, c'est aussi parce que être avec les vaches, faire de la clôture sous le soleil avec les oiseaux et observer les vaches, c'est vraiment un vrai plaisir. Donc, du coup, quand on observe ces vaches comme ça tous les 2 jours et qu'on les change d'endroit, on voit bien les plantes qu'elles affectionnent en premier parce qu'elles se jettent dessus. Ça ne veut pas dire qu'il leur faut que ça d'ailleurs, parce qu'au bout d'un moment, elles s'en détournent ou ça leur suffit pas, il leur faut aussi du groupe. Enfin voilà. Donc c'est de l'observation. Et j'ai envie de dire sur comment dire, la satiété, ou en tout cas, est-ce qu'elles ont vraiment ce qu'il faut pour leurs besoins? Ben, c'est pareil. Je ne fais pas de calcul, j'observe et je fais en sorte que, voilà, bon, c'est très empirique en fait. Notamment, on a évolué dans notre système. Avant, on était sur un système de pâturage plutôt ouvert, en chargement instantané faible. Et là, on a évolué au contact de pâturagistes, notamment du réseau de Scopella, en faisant plutôt du pâturage instantané très fort et en changeant les animaux de place souvent. Et y compris quand la moyenne de valeur fourragère diminue, on s'aperçoit que les animaux valorisent mieux, d'abord parce qu'elles mangent plus volontiers, elles changent de comportement alimentaire lorsqu'elles sont serrées. Il y a une espèce de jalousie qui font qu'elles mangent, même si ça leur plaît moins. Bon, plusieurs choses, quoi. J'ai aussi observé que au départ, j'étais dans une idée aussi du déprimage pour avoir toujours de l'herbe jeune tout le temps. Et je me suis rendu compte que c'était une illusion sous notre climat, avec des niveaux de sécheresse très importants. On a beau avoir de l'argile, on a du vent, un sol salé, etc. Donc au mois d'août, tout est cramé.
Et du coup, les prairies qu'on a déprimées au mois d'avril-mai, eh bien, en fait, elles sont moins intéressantes fourragèrement que des prairies qu'on n'aurait pas du tout touchées. Parce que finalement, on a une sorte d'écosystème de protection dans la prairie qui fait que même si en moyenne la valeur fourragère de la prairie a diminué, eh bien, au cœur de cette végétation sénescente, on va trouver du liseron, un kénopode par-ci, une renouée des oiseaux par-là. Et je sais dans la biblio quand même que ces plantes-là sont bonnes en valeur azotée. D'accord. Ok, j'ai une question ou deux questions sur le foncier. Est-ce que vous êtes propriétaire ou en bail rural? Sur quelle proportion de votre exploitation? Et est-ce que ça a joué sur vos choix techniques? Nous avons 30 hectares en propriété, une cinquantaine d'hectares de baux ou de conventions précaires avec des collectivités et tout le reste en location. Ça a joué, oui. Ça a joué, mais ça a joué parce qu'au début, en fait, je me suis installé que sur les zones précaires en convention, avec des loyers faibles, voire gratuits. Et du coup, j'ai construit mon système comme ça, avec 0 bâtiment et 0 matériel. Au départ, j'étais en plein air intégral, c'est-à-dire que le fameux pari dont je parlais tout à l'heure, de ne pas produire beaucoup, parce que produire beaucoup, c'est avoir beaucoup de charges, et du coup, c'est se mettre en difficulté, et c'est renoncer, c'est faire des compromis sur la biodiversité, sur tout un tas de choses. Eh bien, effectivement, je pense qu'il m'a été aussi permis. Ah, Mm. Frédéric a une rupture de ouais, son, je ouais, vois. ouais. J'espère qu'il va Ah, revenir. Ah, le voilà. voilà. C'est bon, Frédéric, on vous a retrouvé. Ok, bah, c'est bon, je crois qu'on avait répondu, vous aviez répondu à la question. Alors, j'ai plusieurs questions autour de la viande, de la valorisation. Donc, des questions un peu générales sur comment sont perçus en fait ces arguments de sauvegarde de la biodiversité par les consommateurs que vous côtoyez en fait. Est-ce qu'il y a un effet fort en fait de cet argument-là sur leurs achats? Et puis, il y avait une autre question qui allait avec. Oui, que je peux globaliser, même si ce n'est pas tout à fait la même question. C'est finalement, que pensez-vous vous-même des interactions entre agriculture et élevage? Est-ce que finalement le fait de travailler comme vous le faites avec de l'élevage extensif, ça peut être une contribution à, entre guillemets, ce qu'on appelle nourrir le monde? Voilà, comment vous vous positionnez là-dedans? Ok. Alors, la biodiversité est-elle un argument pour vendre de la viande? Dans mon cas particulier, oui, parce que je suis issu de la communauté naturaliste et que forcément, c'était mes premiers clients. Mais sinon, on a travaillé avec l'ESA d'Angers, l'École supérieure d'agriculture, sur cette question-là dans le cadre des AMAP. Nous fournissons une grosse AMAP et on a travaillé à comparer en fait les attentes des AMAPiens sur 3 territoires, donc le nôtre en Marais breton, celui de La Roche-sur-Yon et celui d'Angers, en essayant de voir quelles étaient les motivations. Et la défense de la biodiversité n'apparaissait de façon significative que chez nous, alors que dans les autres territoires, elle n'apparaissait pas. Et du coup, la conclusion, c'est que la biodiversité fait partie des arguments commerciaux, à condition de faire de la pédagogie et d'entretenir une forme que moi j'appelle d'éducation populaire avec les consommateurs. Et sinon, spontanément, c'est assez mineur. En fait, la préoccupation de l'environnement est vue comme un tout par les consommateurs. Là, c'est une vraie préoccupation, mais la biodiversité fait partie de ce tout et ne sort pas du lot, quoi. Ok. Et sur la contribution à nourrir mes congénères, eh bien, bah oui, on produit 5 tonnes de viande par an, donc voilà, je mange pas ça tout seul. Ensuite, je pense que la question qui est derrière, c'est utiliser 170 hectares pour produire ça, est-ce que c'est bien raisonnable?
Donc, ma réponse, c'est évidemment oui, parce qu'il y a des, comment dire, des aménités positives autour de tout un tas de choses, en particulier la biodiversité sauvage, enfin les autres êtres vivants les autres, que les humains. Et ça me paraît essentiel pour la vie en général, enfin pour la mienne en particulier et pour la vie en général, bien plus que le fait de manger de la viande ou, ou des barres de chocolaté ou je ne sais quel autre truc qui nous rendent obèses et diabétiques. Et actuellement, la problématique de l'Occident, c'est plus un problème d'obésité qu'un problème de famine. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Bien, merci. Je pense que Alors, j'ai une double question encore. En quoi les connaissances naturalistes sont-elles nécessaires ou pas pour qu'un agriculteur évolue vers une meilleure intégration de la biodiversité dans son système de production? Comment faire en sorte que les agriculteurs non naturalistes de formation les acquièrent? Et je rajoute une autre question qui est, vous avez dit que finalement, vous aviez une réserve de biodiversité inégalée par rapport aux parcs naturels, en fait, aux réserves naturelles en France. Et donc, finalement, est-ce que c'est lié à des pratiques agricoles particulières? Comment vous expliquez ça? J'aurais dû prendre des notes au fur et à mesure. Bon, la première, c'est est-ce que, je vais les répéter, il n'y a pas de problème. En quoi les connaissances naturalistes sont-elles nécessaires ou pas pour qu'un agriculteur évolue vers cette meilleure intégration de la biodiversité dans son système? Et comment on peut faire en sorte pour que les agriculteurs les acquièrent, ces connaissances, s'il y en a besoin? Alors pour moi, ça demande plein de connaissances, mais pas spécialement de connaissances naturalistes. C'est-à-dire que ce que nous pratiquons, c'est du pastoralisme. Par contre, il faut une envie de défendre le vivant. Et il n'y a pas besoin d'être très naturaliste pour comment dire, inonder 30% de ma surface et faire du pâturage et pas faire de fauche. Ça ne demande pas de compétences naturalistes. Ça demande comment dire, une affection vis-à-vis du vivant sauvage et le fait de mettre ça comme une priorité forte. Et là, du coup, c'est là où c'est un peu ambigu parce que finalement, être naturaliste, c'est mettre ça au premier plan. Mais on a des copains donc dans le réseau Paysans de Nature, hein, parce que c'était ça la dernière diapo, j'en ai pas parlé, mais du coup, c'est comme ça qu'on essaye de multiplier notre expérience à l'échelle de la France. On a créé une association nationale et on a des copains qui sont dans ce réseau Paysans de Nature qui ne sont pas naturalistes, mais qui veulent défendre le vivant comme une valeur première parce qu'ils sont émus par le sauvage, parce qu'ils y accordent une importance première et qu'ils sont prêts à accepter le regard de leurs voisins en disant bah, tu laisses des coquelicots dans tes champs de blé ou où tu ne produis pas le maximum de ce que pourrait produire ta parcelle. Parce que tu préfères défendre les insectes et les chardons, eh bien, en fait, la première des qualités, c'est d'être capable de résister à ça. Et il n'y a pas besoin d'être naturaliste pour résister à ça. Il faut avoir envie et il faut être accompagné. C'est-à-dire que faire ça tout seul, c'est impossible. Y compris quand on a ma trajectoire et qu'on est naturaliste avec un tempérament bien trempé et qu'on se dit moi je veux protéger la nature, et ben en fait on est toujours rattrapé, enfin moi je l'ai été en tout cas, par le regard des voisins, par la critique forcément puisqu'on ne fait pas comme les autres. Et du coup, être bien entouré de façon bienveillante par des consommateurs, des copains, des naturalistes, des AMAP, enfin tout un tas de gens, c'est ça en fait qui compte. Voilà. Alors comment y parvenir? Dans le cadre de Paysans de Nature, nous avons développé un outil qui s'appelle le dialogue permanent pour la nature, basé sur le principe de nature et progrès, des visites annuelles de fermes pour progresser vers des enjeux de biodiversité. Et du coup, on provoque ces rencontres-là de façon annuelle, comme je viens de le dire, avec des consommateurs, par exemple, de la Biocoop ou de la MAP, un producteur de notre réseau ou des réseaux alentours, ça peut être un agriculteur de Terre de Liens, un de Nature et Progrès ou un fournisseur de la Biocoop, etc. Parce que c'est important d'avoir un autre agriculteur pour alimenter la discussion dans le cadre de cette visite. Et puis, il y a des naturalistes qui préparent des grilles de lecture de la ferme. Et sur la base de cette grille de lecture, il y a un échange entre l'agriculteur et les consommateurs et l'autre agriculteur. Et du coup, ces dialogues permanents pour la nature font l'objet d'une restitution commune dans laquelle on cale les actions à faire pendant l'année pour prendre en compte davantage la biodiversité. Et là, on est dans une forme de l'agriculteur qui dit, lui, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il accepte de faire,
Et du coup, on implique les associations de protection de l'environnement du territoire pour qu'ils valorisent cet effort fait par l'agriculteur. Du coup, on est dans une situation que nous essayons de promouvoir, de faire en sorte que les naturalistes sortent du statut d'experts et deviennent des médiateurs qui font de l'éducation populaire vis-à-vis des consommateurs et qui fassent se dialoguer les consommateurs et les producteurs pour que chacun soit fier de défendre le patrimoine commun qu'est la biodiversité. Donc voilà un peu le levier principal, toujours basé autour de la reconnaissance et sur des choses plutôt affectives que vraiment purement techniques, quoi. Après, bon, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant de faire des formations. Ouais, Nous faisons évidemment beaucoup de formations. ouais, Alors ouais. pourquoi notre ferme produit-elle plus de biodiversité que d'autres réserves naturelles dans le même milieu? C'est parce que je pense qu'il n'y a aucune réserve naturelle aussi grande dans un territoire aussi favorable. Si j'avais une réserve naturelle de 200 hectares à côté de chez moi, il ferait aussi bien. Voilà. D'accord. Et du coup, je rajoute une question à ça. Votre ferme, du coup, elle est pas d'un seul tenant. Et donc, est-ce que les enjeux de biodiversité, souvent on a l'idée que ces enjeux de biodiversité, il va falloir finalement une action collective d'agriculteurs à l'échelle d'un territoire pour organiser de manière cohérente les pratiques à l'échelle d'un grand territoire pour favoriser cette biodiversité. Mais finalement, vous, voilà, est-ce que votre ferme, elle est d'un seul tenant et donc vos 200, vos 170 hectares, ils sont, les parcelles sont concomitantes et vous arrivez à faire ça? Ou, quelle est votre relation en fait en termes de paysage et de pratiques extérieures à votre exploitation? Alors voici la carte de la ferme, c'est tout ce qui est en vert. Donc c'est assez éclaté. Oui, en effet. Il y a plusieurs théories en écologie sur faut-il une zone groupée, ça a des noms d'ailleurs, des concepts dont Ouais, j'ai... land sparing, land sharing. Ah merci, je vais le noter. Euh, Le Marais breton, c'est un contexte particulier où la biodiversité est encore vivace. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on restaure des parcelles, on a tout de suite une réponse très significative. Je pense que dans d'autres territoires céréaliers intensifs, par exemple, sur des enjeux de biodiversité plus ordinaires, on aurait les mêmes phénomènes. Sur le retour de l'alouette ou des insectes, etc. Parce qu'on a encore un bruit de fond qui permet de réalimenter dès qu'on restaure le milieu. Ici, en Marais breton, la restauration, comme je vous le disais, c'est l'inondation. En gros, comme dans toutes les zones humides, cette zone humide-là a été largement drainée. Et du coup, la différence entre ma ferme et les autres territoires, c'est le pourcentage de prairies inondées. Et là, pour le coup, la dispersion a son intérêt parce que on reste dans un marais relativement préservé avec des prairies et beaucoup d'élevage, je dirais à 80%, peut-être 70% du territoire. En revanche, on a dégradé le caractère humide des prairies. Donc dès qu'on ramène de l'eau, même sur une parcelle de 3 hectares au milieu d'un îlot de 50, eh bien en fait, on ramène le facteur limitant actif et on a un impact important sur ces 50 hectares. Ouais, ouais. Très bien. Alors, j'ai une autre question. Comment faites-vous pour suivre vos résultats économiques et écologiques et ajuster finalement vos pratiques à ces indicateurs? Bah, les résultats économiques, c'est le comptable qui nous les donne tous les ans. Ouais. Euh, Et ça joue du coup sur vos réorientations ou finalement... oui, ouais. ça joue sur nos orientations parce que moi, j'aurais aimé continuer de ma démonstration et aller plus loin, c'est-à-dire montrer que la marge brute peut encore croître parce qu'il y a encore de la marge de progression, j'en suis convaincu, notamment en transformant davantage. J'avais envie de faire de la viande séchée, on a même acheté un séchoir, faire plus de vente au détail, des choses comme ça, pour augmenter la marge brute sans augmenter la production. Mais en fait, on est au bénéfice forfaitaire agricole et on arrive au plafond.
Mm. Donc, du coup, je ne vais pas pouvoir relever ce défi à moins que de passer au réel et de me tirer une balle dans le pied. Donc, je ne vais pas le faire parce que c'est bien de faire des démonstrations, mais si c'est pour s'enquiquiner avec des démarches administratives trop compliquées, je ne vais pas le faire. Ouais. Et puis, les indicateurs écologiques, oui, on les suit. Enfin, on en suit quelques-uns. Il y a des chercheurs qui bossent sur la barge à queue noire sur notre ferme, notamment. Après, c'est compliqué parce qu'on pourrait très bien prendre d'autres indicateurs qui pourraient nous proposer, par exemple, de laisser toute notre ferme en friche pendant 5 ans pour satisfaire d'autres enjeux comme la gorge bleue, par exemple, qui est un autre passereau, ou le busard cendré, qui aime les prairies de fauche, enfin, les prairies en friche, quoi, Ouais. Ouais. les landes herbacées vieillissantes. Donc voilà, on est dans un espèce de compromis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'être dans la société, de produire de la nourriture en préservant la biodiversité, quoi. Ouais. Ouais. Ok, alors merci. J'ai une autre série de questions sur l'essaimage. Alors, vous parlez d'essaimage. Est-ce que vous y arrivez autour de vous? Donc, vous nous avez bien expliqué votre réseau paysan de nature. Donc ça, on voit bien que là, il se passe des choses, il y a une dynamique. Mais finalement, par rapport à des agriculteurs pas forcément enclins au démarrage, est-ce que vous arrivez à être reconnus? Est-ce que vous arrivez à essaimer? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui s'orientent vers de telles pratiques autour de vous? Et est-ce que finalement, on peut généraliser le modèle que vous promouvez? Voilà. Ok. Alors, ben, c'est une question centrale. Alors, on a un impact chez les agriculteurs qui ne font pas partie de notre communauté, hein, pour le dire très Ouais, franchement, qui ne sont pas ouais, en vente directe, bio, engagés, militants et tout ça. On a un impact indirect, c'est-à-dire que des relations, il en existe toujours. C'est-à-dire qu'on se croise dans les réunions MAE, ils voient très bien ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a pignon sur rue à la Biocoop, on est dans le journal, on est à la télé, il y a un documentaire qui sort au mois de septembre qui s'appelle Paysan Sentinelle, qui va présenter la ferme comme on l'a fait aujourd'hui, mais de façon plus artistique, cinématographique. ouais, Voilà. Et ça a un impact. C'est-à-dire que les gens du territoire savent très bien qu'on existe. C'est nous qui sommes sur les marchés du village, qui allons alimenter les fêtes pour faire de la vente directe à la fin de telle ou telle manifestation. Donc forcément, ce qu'on fait a un impact. Alors, bon, voilà. Mais ça passe pas par les médias habituels. ouais, Sur les aspects techniques, ouais, euh, il peut y avoir des traits d'union. Après, du coup, ce qui s'est passé dans ce territoire, qui est un territoire avec une dynamique d'installation faible, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est 10 agriculteurs du réseau paysan de nature qui se sont installés dans le territoire. ah ouais, Et là, du coup, on a un impact sur la biodiversité qui est gigantesque. ouais, Et du coup, on répond aussi à un autre enjeu qui est recruter de nouveaux publics pour devenir éleveurs demain. ouais, Et en fait, le modèle agricole productiviste qui ne fait que de se plaindre des contraintes réglementaires ou édaphiques du marais, parce qu'on ne peut pas y faire du maïs irrigué comme ailleurs, ou on ne peut pas y faire ceci ou cela, eh ben, nous, on le contredit en fait. ouais. On explique que tout ça, ce sont des atouts, et on attire de nouveaux profils d'agriculteurs. Voilà. D'accord. C'est tout l'enjeu du réseau paysan de nature, de faire venir des futurs agriculteurs qui ne savent pas forcément toujours qu'ils vont être agriculteurs quand ils arrivent dans nos fermes, en stage, pour leur faire découvrir le métier, et notamment les publics qui sont en maîtrise d'environnement, de gestion des milieux et tout ça, de leur faire prendre conscience que conservateur de réserve naturelle ou garde d'un parc national, eh ben, on peut aussi faire ça quand on est paysan, quoi. Super. J'ai une dernière question très, très technique. Est-ce que vous avez des difficultés liées aux espèces invasives, finalement? Non, pas beaucoup. On a beaucoup d'espèces invasives. Les zones Ouais, humides sont ouais, très colonisées.
est très dégradé, donc il y a beaucoup d'espèces invasives, hein. C'est comme ça que ça marche, c'est parce que Ouais. c'est dégradé qu'il y a des espèces invasives et pas le contraire. En fait, c'est une question philosophique, hein. Nous, on vit avec, quoi. Les ragondins, les écrevisses, la jussie. Moi, la jussie, je m'en sers comme ressource fourragère, donc elle ne me pose pas de problème. De toute façon, s'il n'y avait pas de jussie, les fossés sont pratiquement... il n'y a pratiquement plus de végétation dedans, tellement le milieu est dégradé d'un point de vue physico-chimique. Et en plus, il y a des écrevisses, il y a des rats musqués, enfin, il y a plein d'autres espèces exotiques, animales, qui détruisent la végétation. Et du coup, la justie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient prendre une place qu'aucune des plantes autochtones n'est capable de prendre. Donc pour moi, elle est en train de cicatriser la nature. Et vouloir lutter contre la justie, je pense que c'est une erreur parce qu'elle sert de support de ponte aux amphibiens, aux odonates, aux libellules par exemple. Mhm. Et du coup, s'acharner encore en plus à grands coups de pelleteuse contre la justice, je pense qu'on augmente encore les dégâts plutôt que de les réparer. Voilà. Et du coup, nous, la façon dont on essaye de prendre en compte ces enjeux-là, c'est de favoriser les dynamiques du vivant, notamment autour des roselières, qu'on essaye de protéger du pâturage, parce que la première cause de disparition du roseau, c'est pas les espèces exotiques, c'est le pâturage mal maîtrisé. Et du coup, en faisant du pastoralisme à la clôture, en réservant les roselières pour les zones de pâturage estival exclusivement, eh bien, en fait, on a cet objectif de restaurer les roselières et de cicatriser en fait la zone humide dont le roseau est une clé de voûte, quoi. D'accord. Super. Il y a peut-être encore une dernière question très technique. Pouvez-vous préciser comment vous avez calculé vos 0,43 UGB par hectare? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais répéter, notre territoire, alors, vu le morcellement de l'exploitation, tout n'est pas égal, évidemment, mais on est en moyenne à la ferme à environ 3 tonnes de matière sèche hectare, à peu près. Donc, si on compte qu'une vache mange 5 tonnes de matière sèche hectare, on ne doit pas être très loin de 0,6 UGB hectare, quelque chose comme ça. Et les 0,43, c'est une marge de sécurité. Voilà. On vend un peu de foin chaque année, on prend des animaux en pension. D'accord. Ok. Et c'est facile d'estimer les 3 tonnes de matière sèche par hectare quand on est en pâturage? Ah non, on le fait une zone fauchée. D'accord, ok, ça marche. Bon, et peut-être une dernière question, je surveille le timing en même temps. Une question sur vos prix de vente au détail. Est-ce qu'ils sont très différents des prix de marché? Est-ce que vous pouvez nous donner une indication de positionnement en fait? On est plutôt en dessous par rapport à la viande bio. Alors nous, on est Nature et Progrès. On n'est pas bio, mais Nature et Progrès. Et on D'accord, doit être à 14 € le kilo pour le veau en caissette et 13 € le kilo pour le veau, pour le bœuf, enfin la vache de réforme. Et je vais dire des bêtises, mais on est. Ouais, je vais dire des bêtises. Allez sur différents ouais, ouais, supports ouais. pour les prix Biocop, mais je sais que quand on vend une demi-carcasse à la Biocop, on est payé pratiquement aussi cher et on n'a même pas besoin de faire la vente. D'accord, ok. Et du coup, si j'ai encore 30 secondes, Ouais, ouais. dire que sur la finition des animaux, on a tenté une nouvelle expérience cette année parce que vu notre système très naturel, jusqu'à maintenant, on ne prenait pas le risque d'envoyer des animaux hors période d'herbage, c'est-à-dire du mois de mai au mois de novembre, quoi. On envoyait des vaches, après on arrêtait. Et là, cette année, parce qu'on fait partie de la micro-filière et que du coup, il faut bien être solidaire des copains, c'est bien gentil de dire que c'est pas bon pour l'environnement de donner à manger des céréales à une vache, mais encore faut-il faire la démonstration qu'on peut faire autrement. Et on a envoyé 4 animaux, 2 en janvier et 2 la semaine dernière, et les 4 sont tombés en état d'engraissement de niveau 3, donc celui qu'on recherche dans le cadre d'une filière viande, donc on est très content, à base exclusivement de foin, et on fait un peu de foin de luzerne. On fait un petit peu de luzerne en échange avec un brasseur à côté qui fait des céréales. Juste pour dire, notre technique là, pour obtenir ce résultat-là, c'est de laisser du temps de repos aux vaches. C'est-à-dire qu'on les laisse se reposer 1 an sans reproduction pour pouvoir les engraisser tranquillement et tenir leur état d'engraissement tout l'hiver. Et on a même des vaches qui se sont plutôt engraissées au foin et à la luzerne cet hiver. D'accord. Et une Peut-être une, dernière.
J'ai une petite question, moi, pour Oui, terminer, peut-être, si je peux me permettre, Marie-Hélène. vas-y, vas-y, C'est Philippe. finalement, vous êtes naturaliste, vous êtes éleveur. Est-ce que vous vous sentez aussi agronome? Puisqu'on est à l'Association française d'agronomie aujourd'hui. Ça serait peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, ça me passionne. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas si le pastoralisme fait partie de l'agronomie, mais si c'est ça, oui. Après, sur tout ce qui est culture, franchement, non. Mais sur le pastoralisme, oui, oui. Ok, Ok, super. Marie-Hélène, tu as le mot de la fin. Ouais, ouais, voilà. On va s'arrêter là. Un grand merci Anne et Frédéric. C'était vraiment très intéressant cet échange. Donc, merci de nous avoir ouvert votre passion, de nous l'avoir décrite. Et donc, on vous donne rendez-vous pour tous ceux qui sont intéressés au prochain webinaire, donc qui aura lieu dans 15 jours, le 23 avril, à la même heure, où on parlera de quelles pratiques pour améliorer la résilience d'un système avec Gaël Dupont, qui est agriculteur et viticulteur en Champagne, et Aude Charlier, qui dialoguera avec lui. Et puis, pour tous ceux qui trouvent ces webinaires super intéressants, n'hésitez pas à adhérer à l'AFA, voilà, puisque c'est l'AFA qui promeut ces webinaires. Un grand merci encore, Frédéric et Anne, et à bientôt à tous. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir à tous.